Assez, mais je crois qu'elle n'est pas seule, si je me souviens bien du début. Il me semble qu'il y a l'ensemble de l'équipe qui est derrière. Voilà, donc je vous laisse la parole cette fois-ci donc pour l'IGS et l'ODA. Merci beaucoup. Je vais démarrer la présentation et après je passerai la parole à mes collègues chefs de service. Je voudrais revenir sur l'idée de valoriser tout le travail qui a été fait pendant cette période avec la reconnaissance de l'agilité, comme disait Madame Zimmermann, mais aussi de l'ingéniosité, de la disponibilité et de l'implication des équipes au service des accompagnements. Donc, nous, on est un institut pour déficients auditifs avec un CESAD adossé. On accueille à peu près 180 jeunes qui présentent des troubles des fonctions auditives ou des troubles sévères du langage et de la communication, sans être sourds. Et donc, on propose à la fois un accompagnement à la scolarisation, un accompagnement thérapeutique et un accompagnement éducatif. Et le challenge, c'était de pouvoir proposer et continuer à proposer tout ça pour les 180 jeunes répartis partout en Île-de-France, équipés d'une manière totalement différente. Ça a été pour nous l'occasion, je pense, d'éprouver deux choses qui nous ont paru extrêmement intéressantes. C'est la solidarité intra-associative avec le secteur adulte. Donc, on sait souvent dans les associations, il y a un peu d'un côté le secteur enfant, un peu de l'autre côté le secteur adulte, avec des préoccupations qui ne sont pas souvent communes. Nous, on a la chance d'être sur le même site, secteur adulte, secteur enfant, et on a directement mis en œuvre cette solidarité et directement on l'a éprouvé. Donc ça, c'était très intéressant. Et puis, la solidarité territoriale, c'est-à-dire se mettre au service du territoire pour l'accueil de cas complexes et de situations totalement inconnues de nous, en travaillant avec des équipes qu'on n'avait jamais rencontrées. Donc, je pense que tout ça, ça a été une ouverture absolument formidable et on a voulu en assurer la traçabilité par un film de nos expériences. Je vais passer la parole au chef de service. Ne bougez pas maintenant. Voilà. Alors, je ne sais pas si on voit bien. On voit très bien. De l'équipe. Alors, justement, ça tombe bien pour prendre le relais de ce que vient de dire Madame Massé. Le mot challenge, là, c'est un mot qu'on va utiliser pour partager l'expérience que nous avons vécue lors de cette période de confinement et de sortie de confinement. C'est vrai parce que le premier challenge, ça a été quand même de manière assez rapide d'organiser l'accompagnement à distance des 180 jeunes que nous accueillons, 180 jeunes âgés de 3 à 20 ans. Alors, pour les de 0 à 3 ans, mais je laisserai Madame Valérie en parler tout à l'heure. Donc voilà, ça a été ce premier challenge, c'est se dire comment on va accompagner ces jeunes, sachant que la problématique principale, comme le dit Madame Massé, c'est la communication et que pour certains d'entre eux, ils n'ont pas toujours accès au langage écrit. Et donc, cette première expérience-là de mise en place de cet accompagnement, ça a été aussi pour la suite l'occasion de fédérer, elle était déjà fédérée cette équipe de direction, mais de renforcer encore plus les liens et de co-construire, de s'appuyer sur les compétences de chacun et de chacune pour répondre le plus rapidement possible à ce défi. Et je pense qu'en 3 jours, on a réussi à mettre en place cet accompagnement. Et voilà, ça, on a tiré un grand bénéfice. Autre challenge, effectivement, ça a été un peu évoqué, le challenge numérique, technique, et surtout la préoccupation, c'est le maintien à la fois des connaissances et des compétences pour les enfants et l'accompagnement, alors à la fois scolaire, mais aussi le soin, l'orthophonie, les rééducations en ergothérapie ou orthoptiste. Et puis, il y avait une question aussi très, très importante donc qu'il ne fallait pas éluder, c'était celle de comment dépasser l'isolement, parce que ces enfants et peut-être même certaines familles se sont retrouvés
isolés, peut-être où toutes les informations ne leur parvenaient pas, qu'est-ce qui se passait, voilà, pouvoir expliquer. Donc pour ça, je vais laisser la parole à mes collègues. Je ne sais pas si c'est toi qui prends le relais. Je peux prendre le relais effectivement sur le maintien du lien avec les jeunes, avec les familles et sur l'accessibilité des informations à transmettre comme ça à distance. Donc, c'est posé assez rapidement la question de la manière d'expliquer aux jeunes et aux familles ce qui se passait avec la Covid, la façon dont on pouvait contaminer les gens, etc. Et du coup, avec notre public, la nécessité de passer par une vidéo pour expliquer tout ça. Donc, une première vidéo qu'on a nommée, après, ici, l'IJS Restons en lien a été créée. J'ai laissé de côté un petit peu ma casquette de coordonnatrice pour prendre celle de réalisatrice de la vidéo. Et donc, pour la rendre accessible, en y incluant la traduction, l'interprétation en langue des signes de toute la vidéo, et aussi pour nos jeunes qui sont plus dans un projet oraliste et qui ont besoin du soutien du LPC, donc d'un code, pour les aider à vraiment mieux lire sur les lèvres. Donc, en fait, on faisait 2 vidéos avec l'accessibilité langue des signes, l'accessibilité LPC, pour rester en lien avec eux, leur expliquer quand notre protocole évoluait, Madame Massel faisait une petite vidéo d'explication qu'on traduisait. Et puis après, on essayait de faire des vidéos comme ça pour rester en lien avec les jeunes et les familles et les professionnels. Tous les 15 jours, on envoyait une nouvelle vidéo avec des participations de jeunes, des participations de professionnels. Et vraiment, quand la vidéo tardait à être publiée, les familles nous sollicitaient, les collègues aussi. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a été très important pour maintenir le lien pendant cette période. Peut-être on peut rajouter le renforcement effectivement des relations avec les parents, entre autres pour les petits, parce qu'effectivement en visio, les petits, c'était compliqué. Donc, ça a permis aux équipes vraiment de rassurer les parents, de proposer des activités aussi pour les parents qui se sont retrouvés un petit peu démunis tout à coup à devoir gérer le télétravail, les enfants, comment faire. Aussi pallier à la problématique de la communication pour des enfants qui sont uniquement dans le signe et qui se sont retrouvés en famille au quotidien. Donner des idées d'activités. Donc voilà, essayer de rassurer les parents et éviter l'isolement pour les enfants. On avait aussi mis en place une écoute psychologique régulière et permanente pour tous les professionnels. Donc, il y avait aussi cette issue de secours, entre guillemets. On s'est appuyé sur des supports numériques, donc Padlet, Teams, des supports qui continuent et qui perdurent aujourd'hui, dont on peut se servir. Et je pense que surtout, pendant cette période, ce qui a été vraiment une force pour nous, c'est que les équipes se sont mobilisées très rapidement et ont vraiment été force de proposition pour créer des supports qui étaient adaptés aux enfants. Puisque, voilà, on a très peu eu la possibilité d'utiliser ce qui était mis en ligne par l'Éducation nationale, puisque nos enfants, pour eux, l'écrit n'est absolument pas accessible. Donc, c'était pour les équipes comment continuer l'enseignement, le maintien des compétences des enfants et surtout ne pas rompre ça pendant toute la période de confinement. Et on a vraiment vu des choses assez surprenantes de la part des équipes. Voilà, ils ont été vraiment force de proposition sur ce temps-là. Et effectivement, voilà, comme dit ma collègue, il y a encore aujourd'hui beaucoup de choses qui ont été conservées pour continuer à travailler avec les enfants. Merci beaucoup pour cette présentation en équipe. Et du coup, je peux vous laisser encore un petit mot de conclusion pour pouvoir conclure sur les 4 accompagnements différents, parce que l'accompagnement pédagogique, éducatif et thérapeutique, bon, je pense qu'on a tous œuvré là-dedans, mais ce qui nous a vraiment, je crois, ouvert des horizons, c'est d'accueillir
des jeunes qui étaient sans solution sur le territoire, avec une mobilisation des équipes qui n'avaient jamais travaillé avec ce type de handicap, et puis une mobilisation du jour et nuit. Je crois que c'est ça qui était intéressant, parce qu'on avait aussi, on les gardait la nuit, donc ces jeunes. Et ce qui a aussi été très intéressant, c'est le volontariat de certains professionnels de nos équipes vers les établissements adultes en plein milieu d'une crise sanitaire énorme, c'est-à-dire quand les professionnels du secteur adulte étaient tous absents, malades, touchés, et qui ont donc enchaîné sur un accompagnement dans les foyers médicalisés qu'ils n'avaient jamais fait de leur vie non plus. Et je pense que ça, à un moment donné, vis ma vie, change de vie ou fais autre chose et mets-toi à disposition de manière associative, ça a changé pour nous tous le regard. D'où l'idée de faire ce film qu'on a décidé de passer, dès qu'il a été fini au mois de juillet, je crois, début juillet, à tous les professionnels dans des salles différentes. Et on leur a proposé de réagir sur les témoignages de leurs collègues. Qu'est-ce que chacun a tiré comme enseignement et qu'est-ce qu'il aurait envie de partager, et ça a été très très riche et on s'est dit ça, c'est notre culture associative commune. Je pense que ça a été très très fort pour nous tous. Alors après, évidemment… excusez-moi, je vais être obligée de vous couper pour la suite. En tout cas, je pense que le mot de la fin sur la culture commune au niveau des associations est effectivement très important dans ce contexte-là. Et encore une fois, donc, je remercie cette présentation à plusieurs. Donc, merci d'avoir répondu à ce défi.